Donald Trump a promis la victoire totale contre l'Iran. Alors pourquoi, un dimanche matin à Bedminster, vient-il d'avouer à ses plus proches conseillers exactement le contraire? Parce que ce dimanche n'est pas un dimanche comme les autres. Selon le Wall Street Journal, Donald Trump est en train de dire, en privé, à son entourage le plus proche, qu'il sait que les États-Unis ont perdu cette guerre face à l'Iran. Pas qu'ils l'ont gagné, pas qu'ils l'ont à moitié gagné, qu'ils l'ont perdu. Et il cherche maintenant une porte de sortie qui ressemble à une victoire, même si ce n'en est pas une. Deux questions se posent tout de suite, et je ne vais pas y répondre maintenant. Première question, pourquoi un président qui répète depuis des mois qu'il est le plus grand artisan de paix de l'histoire moderne, dit-il, en coulisses, l'inverse de ce qu'il proclame devant les caméras? Deuxième question, si Téhéran a vraiment perdu 4,25% de ses missiles balistiques, comme le clament ses alliés au Sénat, pourquoi est-ce Téhéran qui impose ces conditions et pas Washington? Ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est descendre 3 étages. D'abord la surface, ce que Trump admet en privé et ce qu'il refuse d'admettre en public. Ensuite, le mécanisme. Pourquoi cet aveu arrive maintenant et ce qu'il révèle du rapport de force réel avec l'Iran? Et enfin, la conséquence, un deuxième dossier, presque invisible, où les mêmes visages mentent avec la même énergie, cette fois sur l'économie américaine. Et la récompense immédiate, la voici tout de suite. Le mot que Trump a rayé de son propre vocabulaire cette semaine, c'est dénucléarisation. Il n'en parle même plus. Un président qui a lancé des frappes militaires contre les sites nucléaires iraniens en juin dernier et qui, quelques semaines plus tard, ne prononce même plus le mot qui justifiait ces frappes. C'est pas une histoire de guerre lointaine. C'est un problème de mensonge structurel ici, chez vous, dans ce qu'on vous montre à la télévision américaine chaque matin. Alors, regardons la méthode. Surface d'abord, mécanisme ensuite, conséquences à la fin. Il faut savoir que Trump n'a jamais dit publiquement qu'il envisage de déclarer victoire simplement en obtenant la réouverture du détroit d'Ormuz. C'est le Wall Street Journal qui le rapporte, sourcé à des responsables informés des discussions internes. D'après cette même source, l'Iran a posé ses conditions dans un mémorandum d'entente et elles n'ont pas bougé d'1 millimètre. Israël doit quitter le Liban. L'Iran veut la levée des sanctions. L'Iran garde son programme de missiles balistiques. L'Iran réclame une aide massive. Et les États-Unis doivent quitter la région. Attendez, relisez cette liste une seconde. Ce n'est pas une liste de concessions mineures qu'on accorde pour clore un conflit poliment. C'est la liste des objectifs de guerre iraniens, presque mot pour mot, obtenus après le conflit plutôt qu'avant. Et Téhéran a été limpide là, dessus. Il ne suffit plus que les Américains disent qu'ils partent. Il faut qu'ils livrent ce qui a été promis dans ce mémorandum. Point final. Bon, à ce stade, on pourrait se dire que rouvrir le détroit d'Ormuz, c'est un compromis technique, presque cosmétique, qui permet à tout le monde de sauver la face. Sauf que ça ne tient pas. Un détroit qui achemine environ 1/5 du pétrole mondial ne se rouvre pas comme on ouvre une porte de garage en échange d'un sourire diplomatique. S'il se rouvre, c'est parce qu'une des deux parties a cédé sur l'essentiel. Et ici, ce n'est pas l'Iran qui a cédé. Pendant ce temps, le calendrier officiel de Donald Trump, ce dimanche, est fermé à la presse. Aucune apparition prévue. On a simplement des photos de lui en train d'errer sur le golfe de Bedminster, dans le New Jersey, et de republier, la nuit précédente, des images étranges visant un adversaire politique. Ce sentiment que vous aviez, que la version officielle sur cette guerre ne collait pas avec ce qu'on voyait à l'écran, il était fondé, pas exagéré. Et c'est même pas le morceau le plus révélateur de ce premier fil. Parce qu'au même moment, l'allié censé être le plus proche des États-Unis dans cette affaire est en train de le lâcher publiquement. Netanyahou a rejeté ce que Trump appelait, il y a 1 semaine et demie, un accord de paix conclu à Gaza. Trump avait annoncé, je cite, qu'il l'avait refait, qu'Israël et le Hamas avaient accepté. Netanyahou a répondu, en substance, qu'il n'acceptait rien du tout et qu'il n'y aurait jamais d'État palestinien. Ce sont des déclarations publiques sur les ondes, pas des rumeurs de couloir. Et pendant que Netanyahou contredit Trump sur Gaza, un autre allié se retourne aussi. Israël prévient désormais que s'il n'attaque pas l'Iran, Israël le fera sans lui et l'entraînera dans le conflit de force. On a un président qui prétend contrôler le tempo de la région et 2 capitales alliées qui lui disent, chacune à leur manière, qu'elles ne suivent plus son scénario. Regardez bien ça, parce que ça rappelle furieusement le cheval de Troie. La menace n'entre pas par effraction, elle entre par la porte qu'on lui a nous-mêmes ouverte. Et la porte ici, c'est cette obsession de proclamer la victoire avant même que la situation sur le terrain ne le permette.
Et ce premier fil s'élargit encore, parce que l'Iran ne joue pas seul. Les rebelles houthis au Yémen, soutenus par Téhéran, ont multiplié les attaques contre des intérêts saoudiens ces derniers jours. Ils ont frappé le port d'Al-Mouka avec des missiles balistiques et des drones, provoquant incendies et fumée épaisse. Et la nuit précédente, une installation Aramco, la raffinerie de Jazan, dans l'est de l'Arabie Saoudite, a été touchée. Les Houthis ont revendiqué cette frappe dans un communiqué. C'est une allégation revendiquée par un acteur armé, pas un fait judiciairement établi, mais elle arrive à peine 24 heures après l'annonce d'un nouveau pacte de défense entre l'Arabie Saoudite et la Turquie, en plus de celui déjà signé avec le Pakistan. On appelle ça le pacte de la Mecque. Et les Houthis viennent de le tester dès le premier jour, sans la moindre hésitation. Vous voyez le problème. Un dispositif de sécurité régionale censé dissuader, contourné en moins de 24 heures. Une administration américaine qui prétend avoir écrasé la capacité militaire iranienne et un réseau d'alliés de Téhéran qui frappe des infrastructures pétrolières majeures pendant que Washington ferme son agenda à la presse. Alors voilà ce que ça donne quand on assemble les pièces. C'est pas Trump qui a arraché la paix. C'est l'Iran qui a dicté le prix de son propre silence. C'est là que le tableau change, parce qu'il faut être honnête sur l'argument le plus solide de l'autre côté. Et il en a un. Des officiels comme le sénateur MAGA Jim Banks affirment que l'opération militaire de juin, visant les sites nucléaires iraniens, a réellement détruit une partie de la capacité balistique et industrielle du régime, et que retarder ou empêcher une arme nucléaire pointée sur les troupes et les alliés américains est un objectif qui mérite d'être défendu sans complexe. Ce n'est pas un argument creux. Un programme nucléaire iranien opérationnel changerait durablement l'équilibre de toute la région et personne de sérieux ne devrait balayer ça d'un revers de main. Sauf que voici la contradiction documentée, celle que Jim Banks ne mentionne jamais sur les plateaux. Si la frappe de juin avait vraiment livré la victoire décisive qu'on nous décrit, Trump n'aurait aucune raison, 5 mois plus tard, de négocier en coulisses l'ouverture d'un détroit en échange de l'abandon de ses propres exigences sur la dénucléarisation. On ne troque pas les conditions de sa victoire quand on a réellement gagné, on les impose, et c'est précisément ce que Trump ne fait plus. C'est pas de la maladresse de communication, c'est une méthode. Le Guépard le disait à sa manière, il faut que tout change en apparence pour que rien ne change sur le fond du rapport de force réel. Ici, le fond du rapport de force, c'est que Téhéran négocie en position de force et Washington en position de repli. Le roi est nu, disait le vieux conte, quand tout l'entourage flatte le pouvoir alors que la réalité le contredit ouvertement devant tout le monde. Ici, le roi se présente comme le plus grand artisan de paix de l'histoire moderne devant les caméras et avoue en coulisses avoir perdu la guerre. Et pendant ce temps, côté israélien, le ministre de l'Énergie a déclaré publiquement qu'à ses yeux, il vaudrait mieux qu'il n'y ait aucun accord du tout avec l'Iran pour continuer la pression, encore 2 ou 3 ans. Des officiels proches de Netanyahou ont même reconnu, dans leurs propres mots rapportés, avoir semé les graines de ce conflit et avoir entraîné les Américains dans une guerre qu'ils qualifient eux-mêmes de catastrophique. Quand l'allié le plus proche admet publiquement avoir orchestré l'engrenage et que le principal intéressé continue de parler de victoire, on n'est plus dans la nuance diplomatique. On est en plein dans le grand n'importe quoi assumé, et ce premier fil n'est encore rien comparé à ce qui suit, parce que la même architecture de mensonges, celle qui maquille un recul en triomphe sur l'Iran, tourne exactement à l'identique sur un second dossier, un dossier qui touche directement votre portefeuille, pas seulement une région à des milliers de kilomètres. Vendredi dernier, le Bureau of Labor Statistics, l'organisme fédéral chargé de calculer l'emploi aux États-Unis, a publié son rapport de juillet. Les États-Unis ont perdu 23 000 emplois ce mois-là. Ce n'est pas une estimation partisane, c'est un chiffre officiel du gouvernement fédéral lui-même. Et ce chiffre arrive après une révision à la baisse de 103 000 postes sur mai et juin, des emplois qu'on pensait avoir créés et qui en réalité n'existaient pas. Il faut savoir ce que ça veut dire concrètement. C'est comme annoncer à quelqu'un qu'il a économisé 100 000 $ sur 2 mois, puis lui dire 2 mois plus tard qu'en fait, il en a perdu 23 000 de plus que prévu et que la moitié de ce qu'il croyait avoir économisé n'a jamais existé. Voilà le vrai bilan chiffré de juillet, pas l'habillage qu'on vous en fait. Alors, quelle a été la réaction de l'appareil MAGA face à ce chiffre? Regardez la synchronisation, parce qu'elle ne doit rien au hasard.
Le même dimanche, sur les plateaux des grandes chaînes, le sénateur Jim Banks appelle Trump, je cite, le plus grand artisan de paix de tous les temps, et lui donne un A+ sur l'économie. Donner un A+ à une économie qui vient officiellement de perdre des emplois, c'est un peu comme féliciter un élève pour sa moyenne générale le jour où il redouble son année. Maria Bartiromo, propagandiste assumée de Trump, affirme que critiquer l'économie relève, je cite, de la pure propagande, et que les chefs d'entreprise qu'elle a interrogés disent que ça n'a jamais été aussi bon. Kevin Hassett, le conseiller économique national de Trump, va jusqu'à dire qu'il y a, je cite, zéro inflation, et que l'économie américaine vit un boom massif. Et c'est pas la première fois que ce schéma se répète. 3 porte-voix différents, 3 chaînes différentes, le même dimanche matin, avec exactement le même message, alors qu'un chiffre gouvernemental venait de contredire ce message 2 jours plus tôt. Vous trouvez vraiment que c'est une coïncidence ? Que les grands médias conservateurs répètent ce message en chœur, sans jamais le confronter aux chiffres du BLS, publié 48 heures plus tôt, ce n'est plus vraiment un hasard. C'est une chorégraphie calée sur un dimanche électoral, au moment précis où les démocrates s'apprêtent cette semaine à mettre l'économie au centre du débat de mi-mandat. Et voilà où ça devient intéressant, parce que Kevin Hassett, coincé sur CNN par Jake Tapper, a été obligé d'admettre une partie de la vérité qu'il refusait de dire sur les autres plateaux. Il a reconnu que la baisse de juillet venait en grande partie d'un recul de l'emploi public, surtout des enseignants en pause estivale, et d'une chute dans l'hôtellerie liée à la fin d'un grand événement sportif. C'est un début d'explication honnête, sourcé directement à ses propres propos télévisés, mais ce même homme, sur un autre plateau, quelques heures plus tôt, avait choisi le mot « zéro inflation » plutôt qu'une explication nuancée. On ne peut pas dire la vérité complexe à un journaliste qui pousse et le slogan simple à tous les autres et prétendre que c'est la même personne qui parle avec la même honnêteté partout. Ceux qui ne regardent que les gros titres de 30 secondes ratent exactement cette bascule entre la version nuancée réservée à un contradicteur et la version slogan servie partout ailleurs. Et c'est précisément là que se loge le vrai problème. Ils ne mentent pas parce qu'ils croient à l'économie qu'ils décrivent. Ils mentent parce qu'ils savent que vous ne vérifiez jamais le chiffre derrière le sourire. Revenez avec moi à la question du départ. Un président qui promettait la victoire totale contre l'Iran, en train d'admettre en privé qu'il l'a perdue. Vous êtes venu pour comprendre une phrase étrange lâchée un dimanche à Bedminster. Vous repartez avec la preuve que cette phrase n'était que le sommet visible d'une méthode bien plus large, dire une chose en coulisses et son contraire exact face caméra, que le sujet soit une guerre au Moyen-Orient ou un rapport de l'emploi publié un vendredi. Ce sentiment que vous aviez, que quelque chose clochait dans le récit officiel qu'on vous servait sur les 2 dossiers en même temps, il était juste et il n'est pas isolé. Pendant ce même week-end, un drone Reaper américain, un appareil militaire de plusieurs millions de dollars, s'est écrasé ou a été abattu au-dessus de Djibouti. Encore un morceau d'équipement militaire américain perdu, dans une région où l'administration prétend pourtant dominer la situation. Et dans la foulée, le gouvernement a donné aux industriels de la défense un ultimatum de 20 et un jour pour accélérer la production d'armement, sous peine de voir l'État reprendre la main sur leurs usines. Un aveu en creux que la machine militaire américaine tourne déjà à flux tendu, ce qui ne colle pas, franchement, avec le récit d'une victoire écrasante contre l'Iran. Il ne faut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, dit le vieux proverbe. Ici, on a vendu la peau, célébré la chasse à la télévision et découvert 5 mois plus tard que l'ours court toujours et qu'il fixe désormais les conditions de la trêve. C'est pas un accident de communication. C'est un schéma répété assez souvent pour ne plus être accidentel. Sur l'Iran comme sur l'emploi, la ligne officielle sort en chœur, synchronisée le même jour, sur plusieurs chaînes, avant même que les faits terrains aient eu le temps de se stabiliser. Ce qui devrait nous inquiéter, ce n'est pas seulement que l'administration se trompe, c'est qu'elle sait qu'elle se trompe et qu'elle choisit quand même le slogan plutôt que le chiffre. Et rien ne dit que ça s'arrête là. Le détroit d'Ormuz n'est pas rouvert. Les conditions iraniennes n'ont pas bougé. Le pacte de la Mecque vient d'essuyer sa première frappe. Et le prochain rapport de l'emploi tombera dans quelques semaines avec les mêmes porte-voix prêts à répéter le même mot, boum, quel que soit le chiffre affiché derrière eux. Et pendant que ce dossier reste sans réponse claire, ce sont les familles de militaires et les travailleurs licenciés dans l'industrie et l'hôtellerie qui absorbent le coût réel. Pendant ce temps, les porte-paroles, eux,
continue de parler de boom et de A+. Je vous promets une chose, dès que ce détroit rouvrira, dans un sens ou dans un autre, vous le saurez ici en premier, avec les vrais documents derrière, pas les slogans du dimanche matin. Abonnez-vous à la chaîne et un like m'aide vraiment à faire connaître ce travail à plus de monde.